Viviane Netter, merci d'être aujourd'hui parmi nous. Vous êtes très connue dans le monde de la gouvernance, vous êtes administratrice de différentes sociétés cotées, vous êtes président d'une société irlandaise qui est en France, Glanbia Performance Nutrition. Vous êtes la co-auteur d'un livre qui s'appelle Le risque et conformité dans les organisations, qu'on voit ici. Hein. Et vous êtes aussi la présidente de Champagne-Ardenne, place financière. Alors, toutes ces interventions, ces pratiques, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité et merci aussi à vous d'être venu. Beaucoup de choses ont été dites et je pense qu'elles ont été toutes très pragmatiques et ça me fait plaisir parce que souvent la notion même de gouvernance, elle est très galvaudée et on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière, hein, comme on le disait tout à l'heure en aparté, entre gouvernance, management, on voit pas bien la limite. Alors moi, ce que j'ai remarqué d'abord, c'est que tous les chefs d'entreprise étaient conscients qu'en fait, un moment de leur vie dans l'entreprise était un peu seul, hein, hormis peut-être quelques exceptions, et avait besoin d'un regard neuf, d'un regard externe. Alors évidemment, ce que j'ai retenu, ce regard externe, il va varier suivant la taille de l'entreprise, hein, forcément, hein, parce qu'on n'aura pas besoin du même œil quand vous parliez des startups. Effectivement, on n'a pas besoin du même œil que lorsque l'entreprise grandit ou va faire une croissance externe. Alors par contre, il y a peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas trop insisté. Parce qu'en fait, gouvernance, il y a une partie loi et une partie qui est bonne pratique. Alors, Jérôme, vous l'avez bien indiqué, j'ai apprécié parce que vous avez évoqué en disant que la loi, finalement, doit être au service de la pratique, hein, et non pas de... En gouvernance, généralement, enfin, ça devient très, très théorique. On parle de hard law, hein, de la loi pure et dure. Alors, à ne pas négliger, parce qu'on doit quand même, une entreprise doit effectivement se conformer à la loi, sinon il y a des risques civils et pénaux. Et pour vous citer une petite anecdote, j'ai été administratrice dans une société où le président est quand même allé en prison pour avoir vendu des faux passeports à des nationalistes corses. Hein. Bon, j'en ris aujourd'hui, mais bon, à l'époque, ce fut une période où on se posait beaucoup de questions et où effectivement il y a eu un problème de gouvernance parce que, bon, pendant qu'il était en prison, le CIO, le directeur général a commis des erreurs et finalement, 2 ans après, la société a été rachetée par des Hollandais. Donc vous voyez qu'en matière de gouvernance, il faut quand même faire attention. Et puis vous avez une partie bonne pratique. Alors c'est vrai qu'on se réfère souvent à des codes et dans des PME, on ne va pas aller se référer au code AFEP-MEDEF parce que ça devient trop théorique, mais il faut quand même se méfier. Et si on ne met pas quelques organismes en place de gouvernance, eh bien on a des risques financiers, des risques de mauvaise réputation, et ça c'est dangereux, même quand on n'est pas coté. Alors je suis consciente que j'ai un biais, hein, puisqu'on a parlé de biais, parce que je suis administratrice de société cotée. Bon, mais dans la filiale, là je suis présente d'une société non cotée. Et je crois qu'il ne faut pas non plus que les sociétés, les PME, aient quelquefois des complexes en disant, bon, on n'est pas coté, donc forcément notre gouvernance peut avoir des défauts. Non, parce que comme vous voulez, on la cherche et elle évolue. Hein, et François, je trouve que finalement, on vous dit, oh là là, oui, bon, ça colle peut-être pas. Non, mais je pense que c'est un cheminement normal. Et peut-être que la gouvernance, c'est finalement une matière qui est pas très cocooning, où il faut chaque fois sortir de sa zone de confort, de sa zone de confiance. Et puis, elle évolue. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de faisceaux. Vous savez, je suis administratrice depuis 15 ans. J'ai vu mais vraiment une évolution. Et Bernard en parlait. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de digitalisation, on parle de problématiques climatiques. Et finalement, un chef d'entreprise, il ne faut pas oublier quand même que la gouvernance, c'est pour améliorer la profitabilité de la société et puis assurer sa pérennité. Donc, l'œil externe, et c'est vrai, bon, là, évidemment, je parle peut-être pour ma paroisse, mais je vois quand même par des questions qui, quelquefois, peuvent paraître naïves, alors, je ne dis pas qu'il faut que des gens comme moi dans un conseil, mais on va challenger le dirigeant. Par contre, le dirigeant a besoin de confiance. Et mes collègues canadiens me disent toujours, sans confiance, trust, c'est impossible. Parce que si moi, je vous dis, je vous critique en critiquant votre stratégie, mais que vous n'avez pas confiance, vous ne m'écouterez pas.
Donc il y a besoin de créer cette confiance et surtout de ne pas faire d'erreur de casting. Parce que comme vous le dites, comment on nomme, comment on va chercher une personne externe. Alors que ce soit dans des conseils très formalisés avec un conseil d'administration ou un directoire et un conseil de surveillance, mais l'idée des comités stratégiques, et ça c'est ce que je préconise toujours à mes clients, c'est vrai qu'un comité stratégique, alors il n'est pas aussi formel qu'un conseil. Finalement, les membres n'ont pas de pouvoir, enfin, ils en ont quand même un peu, mais c'est pas la même chose. Et je trouve que le fait de s'entourer de personnes qui peuvent alors à la fois vous challenger sur votre stratégie, mais aussi sur peut-être votre façon de faire, et puis vous arrivez à vous dire, ouais, là peut-être qu'il y a un problème de management, mais osez vous poser les bonnes questions. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le business, vous avez le nez dans le guidon, et c'est normal. Et dans une PME, plus on est petit, je dirais plus on a le nez dans le guidon. Et se faire accompagner, ça a souvent du bien. Mais on hésite, et souvent on me dit, ouais, mais quand est-ce qu'on met en place une gouvernance ? Je trouve que la gouvernance, elle peut être très informelle. On peut finalement s'entourer, avoir un ami en qui on a toute confiance. Alors effectivement, secret des affaires... Et c'est là toute la difficulté, je partage entièrement votre avis, c'est comment s'entourer. Parce que si on s'entoure de personnes qui sont dans le même secteur, évidemment, ça va aider, avec le risque évidemment qu'il y ait des conflits d'intérêts. Et ces fameux conflits d'intérêts, Philippe, la gouvernance, c'est éviter les conflits d'intérêts. Par contre, si on prend des personnes qui ne connaissent rien au métier, ça peut être aussi embêtant. Pourquoi ? Parce que les questions vont peut-être pas, surtout dans des PME, elles vont venir seulement après quelques années. Et ça, vous avez besoin de quelqu'un qui soit efficace. Efficacité, efficience. Donc, il faut que ce soit rapide. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut faire très, très attention à qui on décide en fait de déléguer un peu de pouvoir. Et ensuite, c'est que fait-on ? Est-ce qu'on a les bonnes personnes dans l'entreprise ? Ça, on n'est pas à même de le voir. Il ne faut pas oublier qu'un administrateur ne doit pas faire de l'ingérence dans la gestion de l'entreprise. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire parce que de temps en temps, moi j'observe, et ça c'est souvent dans des PME, vous avez des gens qui ont eu du succès, et qui veulent aider. Et ils le font tout à fait avec de la bonne volonté. Mais ils sont trop challenging et ils entrent dans la gestion. Alors c'est vrai que quand on a un investisseur externe, c'est peut-être un peu différent. La notion d'outil de pilotage, oui, je pense qu'on en a besoin. Mais attention, ce sont des outils de management. Souvent, quand je fais des formations auprès de chefs d'entreprise, ils me disent « Ah ouais, mais nous, on aimerait bien partir avec une feuille de route. » Alors je dis « Oui, ok, mais si moi je vous donne des questions, un questionnaire avec des questions, vous allez le remplir et puis, on va déduire que vous avez de la bonne gouvernance. » Et puis, il vous arrive un problème 1 ou 2 ans après, et vous allez me dire « Ah oui, mais Madame Netter, là, pourtant, vous m'aviez donné une feuille et j'ai rempli les bonnes cases. » Et le risque de cette gouvernance, c'est ce qu'on appelle le box ticking, c'est-à-dire vous remplissez des cases et vous avez l'impression que c'est bon. Mais pourquoi ? Parce que, comme le disait très justement, la gouvernance est évolutive. Alors, c'est sûr qu'il y a des différences en fonction des tailles, en fonction de l'actionnariat. Alors, faisons bien attention parce que les actionnaires, en fait, en gouvernance, il faut toujours avoir en tête qu'on a 3 acteurs principaux. Les actionnaires qui ont un pouvoir souverain. Évidemment, les managers, le top management qui lui a un pouvoir exécutif, c'est lui qui conduit la société. Et ce fameux conseil d'administration ou ce comité stratégique ou ce tiers de confiance, puisque je trouve qu'un tiers de confiance c'est bien aussi, ça veut bien dire le fameux trust dont je vous parlais tout à l'heure, et on sent quand même poindre quand même une gouvernance différente avec l'arrivée des stakeholders, finalement toutes ces parties prenantes. Si on n'en tient pas compte, alors évidemment faisons attention parce qu'il faut relativiser, mais je trouve qu'aujourd'hui si on ne tient pas
pas compte de ces parties prenantes, on fait des erreurs. Et en fait, le conseil d'administration ou le comité doit aussi aider les chefs d'entreprise à anticiper les risques. Parce que si vous les anticipez, le jour où il y a un problème, c'est où vous êtes assuré, où la casse est moindre. Et puis, bien entendu, alors, le dernier point, peut-être, c'est ce qui concerne en fait les plans de succession. Mais ça, alors sans faire de French bashing, je trouve quand même qu'en France, on a peur de parler de plans de succession. Quand on va, par exemple, en Amérique latine, alors, je suis toujours, mais vraiment hyper étonnée, parce que souvent les chefs d'entreprise, vous voyez, dans une réunion comme celle-ci, les chefs d'entreprise viennent souvent avec leurs petits-enfants. Et vous disent, ah bah oui, mais moi je pense à mon plan de succession. Un jour, un professeur, que tu dois connaître, un professeur péruvien me dit, mais comment vous organisez vos protocoles de plan de succession en France ? Non, mais bon, ne critiquons pas. Je pense que c'est une question de culture. Ça change, mais je pense que c'est bien d'envisager effectivement un plan de succession. Alors, évidemment, il ne faut pas que le plan soit figé à nouveau. Il faut faire des plans A, B, C. Pourquoi ? Parce que en cas de mort subite, en cas de... on ne sait jamais. Et je vais prendre un exemple particulier. J'avais rencontré des gens, entreprise familiale, 6e génération. Tout fonctionnait très bien. Et le frère du chef d'entreprise décide d'entrer dans les ordres. Et là, il ne pouvait plus détenir d'actions. Donc le père a été obligé de s'endetter et en fait, ça n'a pas mis à mal la société, mais il était endetté pour toute sa vie. Et le fils était un peu choqué de cela. Donc évidemment, ce sont des cas extrêmes. On ne peut pas non plus anticiper ces cas extrêmes. Mais je pense qu'anticiper un minimum de risques est important. Et finalement, l'œil externe vous aide à anticiper. Viviane, vous avez dit beaucoup de choses, là, beaucoup de sujets. Alors, je voudrais revenir sur le casting des compétences externes. Vous avez dit, en préparant cette réunion, la différence entre l'administrateur, le consultant. Vous pouvez nous expliquer un peu plus comment vous voyez les choses ? Oui, alors c'est vrai que quand on est administrateur, on s'engage généralement pour la durée. Pour une durée, et vous avez tous les tenants et tous les aboutissants. Un consultant, alors, je ne vais pas critiquer les consultants parce que moi-même je fais du conseil, mais le conseil, en fait, c'est limité, c'est duré et vous avez souvent une recherche plus de rentabilité. Alors que quand vous êtes administrateur, vous êtes vraiment au sein d'une famille. Et pour être aussi administratrice d'entreprise familiale, moi je me rends compte que je n'ai pas du tout la même approche. Pourquoi ? Parce que je suis bien consciente que dans une entreprise familiale, d'accord, quand on reprend les 3 fameux cercles, vous avez évidemment les membres de la famille qui travaillent dans l'entreprise, mais les membres de la famille qui ne travaillent pas dans l'entreprise, vous êtes quand même obligés d'en tenir compte. Alors même si il faut relativiser. Et puis, oui, on s'engage pour du long terme, alors que généralement, la mission d'un consultant... Alors, c'était peut-être un peu différent chez vous, Monsieur Gérard, puisque vous aviez pris des consultants sur le long terme, mais vous aussi, vous avez reconnu à un moment que ça vous manquait. Alors heureusement, vous avez réagi parce que vous avez remis en place un comité stratégique. Et je trouve que le fait de se faire accompagner sur le long terme est plus important. Alors quant à dire que est-ce qu'il faut qu'ils aient des actions ou pas, je vais être partagée. Si on veut éviter les conflits d'intérêts, bon, peut-être que si ils ont à tout, mais je pense que tout dépend du niveau. Si les gens ont quelques actions, effectivement, ils seront plus motivés. Par contre, quand dans certains pays étrangers, même si vous avez une action, on considère que vous avez un conflit d'intérêts. Donc, j'ai vu chez les Hollandais, j'avais des actions dans une société, ils ont voulu que je les vende parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, ah mais non, mais là, vous risquez d'avoir un conflit d'intérêts et de me poser de mauvaises questions parce que vous êtes actionnaire. Et la société n'était pas une très très grosse entreprise. Donc on a des différences. Non mais clairement, je pense que c'est la vision plus long terme de l'administrateur. Alors justement, sur cette vision long terme, on a abordé un certain nombre de sujets en ce qui concerne les finalités de la gouvernance. Ces finalités, on a vu, c'est la décision stratégique, c'est la succession. Oui. Vous pourriez un petit peu détailler ces différentes finalités telles que vous les sentez, telles que vous avez vécues en fait, oui, dans vos différentes expériences.
Alors, moi, d'abord, ce que je ressens, n'oublions jamais, quand vous êtes administrateur ou membre de conseil ou membre de comité, vous devez assurer la pérennité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la finalité, c'est aider d'abord le chef d'entreprise à améliorer son process de décision. Même si on ne décide pas nous-mêmes, mais on doit l'aider. Alors, évidemment, quand on parle de croissance externe, c'est typique un sujet intéressant. Ça peut être croissance externe ou, au contraire, dire, voilà, on a une petite filiale qui ne fonctionne pas très bien, est-ce qu'on doit la céder? Ensuite, par exemple, si on veut financer une croissance externe, oui, on va demander aussi à cet administrateur qu'est-ce qu'il en pense. Et si vous avez un financier dans la salle, c'est vrai que c'est intéressant dans votre room de dire « Ah oui, lui, il va peut-être me conseiller ». Ensuite, il y a d'autres points. C'est évidemment, on challenge le dirigeant aussi quelquefois sur ses rémunérations. On n'en a pas beaucoup parlé. Alors, c'est peut-être pas le sujet dans les PME parce que les dirigeants de PME ne sont pas trop exigeants en matière de rémunération, mais on peut suggérer des bonus pour un dirigeant, même un dirigeant de PME, parce que ça peut l'améliorer. Je me souviens avoir suggéré à un moment un bonus sur le BFR, parce qu'on était dans une entreprise où il y avait des problèmes de BFR. Ensuite, c'est aussi, on vous dit de valider les comptes, mais là, évidemment, il y a experts comptables et commissaires aux comptes qui sont là, donc heureusement d'ailleurs, et je pense que c'est bien aussi d'avoir des relations saines avec les professions comptables. Il faut aussi s'assurer de la communication et surtout de l'information qu'on véhicule auprès des actionnaires. Sinon, on est très vite dépassé et le risque en fait de conflit, alors que ce soit auprès d'actionnaires familiaux ou éventuellement d'actionnaires externes. Et alors là, Patrick, vous êtes bien là, c'est que si vous n'avez pas le bon reporting, d'abord, vous n'avez pas confiance, et puis vous allez être plus challenging, et puis je pense que le chef d'entreprise peut-être va se braquer. Or, je pense que c'était une académique qui m'avait dit ça. Elle m'avait dit, ouais, tu sais, quand tu es administratrice externe, le but, c'est aussi d'être un peu médiatrice. Et en fait, de remettre les problématiques à leur juste niveau. Et c'est en cela que je trouve que la finalité est intéressante, parce qu'on aide, on ne doit pas uniquement contrôler. Je pense que ce terme de contrôle, d'ailleurs les Anglais préfèrent dire monitoring, je trouve que le pouvoir de contrôle, et je le disais tout à l'heure à François, je ne connais pas son domaine. Admettons que je sois administratrice chez lui et que je lui dis « Ah ben non, écoute, là, ça va pas du tout, ta stratégie est nulle, et puis d'abord, moi là, je suis là pour te contrôler. » Aussitôt, on va avoir des conflits, et ces conflits sont jamais très bons. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas confiance en moi, il ne me dira pas tout, il y aura une asymétrie d'information, et cette asymétrie d'information, alors vous le savez, en droit, c'est absolument épouvantable. Et puis, finalement, on ne servira pas la cause de l'entreprise. N'oublions pas, le but, c'est de faire prospérer l'entreprise. C'est absolument capital. Et alors justement, on a évoqué ces questions de transparence, oui, et de confidentialité. Enfin, oui. Selon votre expérience, comment on arrive à gérer ces deux points qui paraissent apparemment contradictoires au niveau d'une gouvernance et des administrateurs? Oui. Alors déjà, problème, toujours, il faut avoir confiance. Après, c'est quel niveau de transparence on donne? Et là, je rejoins toujours Bernard, parce que Bernard m'a frappé quand il me parlait de ses concurrents allemands, et où, en fonction des pays, le niveau de transparence demandé par les régulateurs sont différents. Et là, c'est catastrophique, parce que si vous êtes trop transparent, vous avez des risques. Vous savez, aujourd'hui, avec des sites internet, avec des réseaux sociaux, on balance une info, et puis dans une salle, vous pouvez très bien avoir des espions. Mon mari vous dirait que je suis paranoïaque, mais il vaut mieux réagir comme ça. Donc faisons attention, il faut de la transparence, mais il faut également respecter de la confidentialité. Et je pense que les membres de conseil, d'abord se doivent évidemment, sans être obligés de signer des papiers,
on n'en signe généralement pas, mais de faire très 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 attention à ce qu'ils disent. Et surtout éviter de parler dans des trains, dans des avions, parce que ça, on apprend des choses. Moi, je me souviens avoir été administratrice d'une société de nanotechnologie à Grenoble. À l'époque, le Paris-Grenoble, on mettait plus de 4 heures. Mes concurrents discutaient. Évidemment, je prenais des notes. Donc, c'est aussi faire attention à cela. Alors, vis-à-vis évidemment, les dirigeants, il faut qu'ils soient transparents vis-à-vis des gens en qui ils ont confiance, vis-à-vis des membres qui soient externes ou familiaux. Mais attention, parce que dans une famille, j'ai vu un cas vraiment extrême où les dirigeants n'étaient pas assez transparents. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un conflit qui datait de la famille et qui n'était pas du tout lié à l'entreprise. Et systématiquement, le dirigeant disait non, de toute façon, je ne leur donne pas cette information parce qu'elle va être interprétée d'une mauvaise façon et puis transmise à d'autres personnes de la famille. Et puis, on crée des conflits. Et c'était horrible. Donc, oui, transparent, mais quel est le niveau de transparence ? Alors, vous dire très précisément où il est. Bon, je pense qu'il y a dans un reporting, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile dans un reporting financier. Faisons attention à peut-être pas dévoiler tout et n'importe quoi. Alors, vous allez me dire jusqu'à quel niveau de détail, mais ça, Bernard Streit, éventuellement, si vous voulez prendre la parole, Bernard, je sais que vous m'aviez vraiment beaucoup marqué sur ce domaine, c'est important, parce que si vous ne jouez pas dans la même cour et que vous avez des asymétries d'information et de transparence, forcément, il y a un avantage ou un désavantage vis-à-vis de la concurrence. Bernard, tu veux prendre la parole sur ces sujets ? T'es le bienvenu. Oui, je pense que c'est intéressant parce que... Oui. Viens. Mais viens ici, parce qu'il nous faut le micro, là. Et je vous assure, depuis, j'y pense toujours et je m'en sers. Donc, vous voyez, ça m'a beaucoup marqué. Je pense qu'effectivement, et j'ai été très naïf par rapport à tout ça. Depuis, on a fait en 20 ans une acquisition tous les 15 mois. Et j'ai travaillé avec des sociétés d'intelligence économique qui ont pignon sur rue, qui ont été créées à l'initiative de M. Rocard, qui appartiennent pour partie encore à la BPI, et qui vous font des études, mais fabuleuses, quoi. Ils sont capables d'interviewer l'ensemble des administrateurs du concurrent que vous souhaitez aborder. Sans casser de vitrine, simplement en les rencontrant et les écoutant. Donc ne soyons pas naïfs, soyons quand même prudents. Alors ne devenons pas paranoïaques, mais il y a des entreprises aujourd'hui, on n'a pas fait une seule acquisition sans faire travailler ces gens-là, et ils vous donnent une masse d'informations d'une précision assez impressionnante. Et ils ont violé personne, ils les ont simplement interviewés. Merci. Transparence, confidentialité. Je voulais apporter une petite marque aussi, de témoignage, parce qu'il y a des patrons de PME qui sont là. On a entendu parler de différences. Il y a des plateaux qui ont été, les 2 plateaux remarquables, et les intervenants aussi. Mais en règle générale, le patron d'entreprise est plutôt un chef de bande. Intuitif. Et il doit passer d'ailleurs, dans un premier temps, avec des administrateurs, c'était mon cas, qui veillent à contrôler que l'on reste dans la compliance. Parce qu'un chef d'entreprise, à un moment donné, s'il a besoin de vendre sa mère pour pouvoir finir le mois, il va le faire quand même. En promettant qu'en retour à meilleure fortune, il va la racheter la semaine prochaine, quoi. Donc, s'entourer d'administrateurs qui veillent à ce que le chef d'entreprise, qu'un chef de bande reste dans la compliance, ça c'est vraiment important. C'est la première étape. Puis après, les administrateurs que j'ai cherchés, c'est des administrateurs qui permettaient d'avoir des réseaux. Je pense que moi, j'étais un fils de paysan, je n'avais pas de réseau. Il m'a fallu construire du réseau et j'ai rencontré des gens des femmes qui sont rentrées dans le conseil d'administration qui avaient des réseaux. Et vous ouvrir des réseaux, ça vous permet de vous construire. Tout à l'heure, tu expliquais, on se construit au contact des autres dans le réseau Entreprendre et vous rencontrez beaucoup de gens, vous construisez et puis après, vous pouvez trouver des administrateurs qui sont capables d'avoir de l'influence sur vous et des gens qui ont du courage. Parce que quand on vient contrarier un chef d'entreprise qui est un chef de bande, si vous voulez, il faut beaucoup de courage. Merci Bernard. Merci Bernard. Voilà, nous approchons de la fin de cette soirée. Nous avons vu
Nous avons débattu, nous avons pu avoir des témoignages sur les finalités, les modalités de fonctionnement de la gouvernance, les acteurs de la gouvernance, les outils de pilotage, de contrôle stratégique. Viviane, quel mot de la fin pour Alors, confiance. Effectivement, réseau, besoin de réseau, hein, ça c'est absolument crucial. Courage, oser, alors de la part évidemment des membres du conseil ou du comité, et puis savoir s'entourer, toujours en ne voyant pas non plus une vision trop court-termiste, essayer de se projeter à l'extérieur à 10 ans. Alors, je ne dis pas 20 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Donc, oui, confiance, vision long terme, et puis, comme je le disais, réseau et oser. Le courage est effectivement important. Et ne pas être naïf, hein, aussi, je pense. Et puis, surtout, ne pas oublier la loi et les bonnes pratiques. Hein, parce que, bon, si on ne respecte pas la loi, on risque quand même quelques désagréments sérieux. Voilà, merci beaucoup, Yann Netter, d'être venu ce soir chez nous. Alors, cette soirée n'est pas terminée, il y a un cocktail, là, donc ça va être l'occasion pour tous les participants de poser des questions, de se rapprocher des différents intervenants. J'en profite pour vous faire 2 petites annonces concernant la place financière. La première annonce, la prochaine réunion. La prochaine réunion sera le 22 octobre à Dijon, en association avec Mazars, sur la croissance externe pour les PME. Et une étude très complète qui a été faite par Mazars sur toute la France. Donc, je vous invite vivement à retenir cette date et à venir à cette réunion. Il y aura là aussi des témoignages de patrons de PME qui ont fait de la croissance externe. Et la deuxième chose, concernant la gouvernance, donc, nous avons le souhait d'organiser un atelier d'approfondissement des questions de la gouvernance avec les chefs d'entreprise et les partenaires que ça intéresse. Donc ceux qui sont intéressés viennent me voir. Et l'idée, c'est d'avoir un atelier qui approfondisse les différentes modalités et fonctionnement de la gouvernance dans nos entreprises locales, PME, régionales. On pense faire 3-4 ateliers dans l'année, réunir une dizaine de chefs d'entreprise sur des sessions de 2 heures. On demandera à des spécialistes de venir nous aider. L'idée étant de sortir un petit livre blanc, en tout cas de bonnes pratiques, sur la gouvernance qui sera utilisable par tous les patrons de PME. Voilà, merci, et puis rendez-vous au cocktail.